téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un vrai bonheur de se retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. C'est avec vous qu'on va échanger aujourd'hui. Vous allez voir les débats de femmes politiques leaders. C'est avec elle nous allons recevoir Madame Marie-Josée Bounsana, qui est présidente du cartel de femmes, notre présidente du cartel. C'est avec elle qu'on va s'échanger aujourd'hui. Je dis bonjour Maman Marie-Josée Bounsana, comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Molongia et bonjour à toute l'équipe CCTV qui nous accompagne. Oui. Je profite de l'occasion aussi pour saluer les femmes leaders membres du cartel et toutes les femmes congolaises. Bon, Marie-Josée Bounsana, parle-nous un peu du cartel. Comment se porte le cartel? C'est déjà le mois prochain, sera déjà le mois de mars, le mois de la femme. Parlez-nous un peu du cartel aussi. Oui, le cartel se porte bien. On a tenu l'Assemblée générale, la première Assemblée générale annuelle statutaire, où on a mis en place le programme de l'année. Donc, nous allons travailler par rapport à ce qui a été arrêté à l'Assemblée générale. Le mois de mars, nous aurons des sensibilisations par rapport au thème et vers les instituts, vers les jeunes filles, et nous allons organiser certaines actions avec les femmes également. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais nous nous préparons également pour l'année 2023 parce que nous sommes dans une année post-électorale. Il y a aussi la sensibilisation de la base parce que nous voulons que la base puisse comprendre. Quand nous parlons de la parité, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est la parité, ou peut-être comprennent ça d'une autre manière, mais c'est de notre devoir en tant que femmes politiques de descendre vers cette population, essayer d'expliquer un peu ce que c'est la parité, et c'est le travail que nous allons faire pour préparer cette base à l'électorat féminin. Parlons de l'actualité. Aujourd'hui, nous voyons les coups d'État en RDC. Est-ce que le coup d'État a encore une place en RDC? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est dépassé. Ce sont des choses dépassées dans les années 60. Et maintenant, le coup d'État n'a pas sa place parce que nous sommes d'ailleurs dans le processus. Quoique il y a des petites choses qui nous restent encore pour que nous ayons une vraie démocratie, mais quand même le départ est déjà là. Les jalons sont mis en place parce qu'il y a les élections. On a eu les élections en 2006, en 2011, en 2018, quoique il y avait le glissement. On n'avait pas respecté, mais le peuple s'est pris en charge. On a quand même eu des élections. Et nous croyons qu'en 2023, il y aura des élections parce que c'est la Constitution qui le demande. Ce ne sont pas des individus. Donc, les préparatifs sont déjà là. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait encore des coups d'État. Il y a des coups d'État dans d'autres États parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans ces États-là. Nous ne pouvons pas les juger non plus. Mais ce sont des choses aussi qui ne peuvent plus exister chez nous en République démocratique du Congo parce que la règle de jeu a déjà été définie par la Constitution. Donc nous sommes obligés de respecter cette Constitution-là. Nous ne pouvons pas parce qu'il y a un article même qui demande à la population de mener des actions pour un pouvoir qui se met en place en violation des règles. Donc ce pouvoir-là va trouver le peuple devant lui, donc il n'aura pas de moyens de faire sa politique parce que le peuple ne va pas accepter qu'on nous ramène encore dans les années de dictature, dans les années de non-respect de nos textes, et cela freine aussi le développement de la République. Nous avons des défis à relever pour faire développer notre pays, donc on n'a plus le temps de s'attarder à des choses qui nous divisent. Regardons devant. C'est vrai, nous ne pouvons pas parler le même langage. Il y a des divergences, mais cela constitue aussi notre force. Il y a l'opposition, il y a ceux qui sont au pouvoir et ensemble, nous cheminons pour un véritable état de droit, une vraie démocratie où nous aurons les institutions solides et pour que le développement du pays ne soit pas
une utopie, comme je l'ai toujours dit. Donc il faut le concours des uns et des autres, les opposants et de ceux qui sont au pouvoir, et ensemble, nous allons conjuguer des efforts pour pouvoir développer notre pays, parce que nous n'en avons pas deux. Nous avons seulement la République démocratique du Congo, terre de nos aïeux, de Simon Kimbangu de Kassavubu. Nous n'avons pas droit à trahir la mémoire des pères de l'indépendance qui avaient une autre vision pour le bien-être de tous. On n'a pas à trahir cette mémoire pour des intérêts égoïstes. Moi, je ne vois pas comment on peut encore revenir au coup d'État, revenir à la dictature. Le peuple est suffisamment mûr, le peuple ne se laissera pas faire. Moi, Marie-Josée Bountsana, dites-nous un peu, quelle est vraiment la vraie raison d'un coup d'État en Afrique? Ben, c'est le désaccord seulement, manque de dialogue. Parce que quand les autres ne veulent pas écouter les autres, il n'y a pas respect des textes. C'est comme ça que les militaires se soulèvent, ils viennent là pour départager les politiques. Mais ici, chez nous, je ne pense pas. Parce que les coups d'État vous ramènent en arrière. Voilà. Le coup d'État ne fait pas avancer le pays. On n'a jamais vu le pays avancer. Là, ça vous ramène 10, 20 ans, 30 ans en arrière. Et nous, ici, en République démocratique du Congo, nos textes ne permettent pas de prendre le pouvoir de force. Donc, quand vous prenez le pouvoir de force, vous aurez le peuple en face de vous et vous ne pourrez pas exercer votre pouvoir aussi. Parce que les élections sont là, battons-nous à conquérir le pouvoir par les voies électorales. Parlons de la CENI. Aujourd'hui, la CENI demande les moyens pour organiser les élections. Est-ce que les Congolais peuvent s'attendre aux élections dans le délai prévu? Oui, tout ça dépend de la volonté. C'est ce que je dis. Nous pouvons bien le faire. Ça dépend seulement de la volonté. Parce qu'il n'y a pas raison qu'on dise qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Cela va soulever la population. Parce que la population veut se choisir ses élus. Donc il faut qu'il y ait... C'est l'expression populaire, les élections. Donc les élections, c'est l'expression de la population. Donc on ne peut pas empêcher à cette population de s'exprimer pour se choisir ses dirigeants. Et celui qui le fera, il trouvera la population aussi sur son chemin. Et cela ne profitera ni aux uns ni aux autres. Nous devons respecter les textes qui nous régissent et organiser les élections dans le délai tel que la Constitution le définit. Nous avons vu la sortie médiatique de M. Denis Kadima qui a provoqué un jeu de ping-pong avec le ministre de Finances. Comment analysez-vous cette réaction? Ben oui, moi je crois aussi que dans ça, il y a peut-être un malentendu. Il y a peut-être un malentendu parce que le président de la CENI a expliqué, il n'a pas nié d'avoir reçu de l'argent, mais il dit que l'argent qu'il a reçu, c'était pas l'argent pour les préparatifs du processus électoral, c'était l'argent pour le fonctionnement de la CENI. Ils avaient besoin de moyens pour fonctionner, pour faire fonctionner la CENI, et des moyens aussi pour les outils automobiles. Voilà. C'est que moi j'ai entendu. Ben, là, ça ne veut pas dire qu'on lui a remis l'argent pour organiser le processus électoral. Donc, ils doivent quand même s'entendre et il faut que le ministre aussi donne des moyens parce que la population attend les élections. Nous n'avons pas besoin de querelles de ménage, nous n'avons pas besoin de subir les humeurs des uns et des autres. Nous voulons les élections. Nous attendons les élections pour 2023. S'il n'y a pas élection, ben c'est eux-mêmes qui en tirera des conséquences parce que nous souhaitons qu'il y ait des élections pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants. Est-ce que l'IGF peut faire quelque chose pour calmer la situation? Ben, l'IGF fera quoi? Parce que Denis Kadima dit, j'ai reçu l'argent, mais l'argent c'était pour ça, 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 ça. C'est ce qu'il a dit, il était clair. Et maintenant, qu'est-ce que l'IGF? L'IGF viendra peut-être pour contrôler si réellement cet argent a été affecté à ce qui devrait se faire. C'est là, l'IGF ne peut que contrôler, et puis l'IGF peut-être
pour contrôler aussi le processus électoral, l'affectation de l'argent. Là, ben, l'IGF peut faire son travail pour contrôler l'affectation, qu'il n'y ait pas de surfacturation, parce que qu'il n'y ait pas aussi de, comment on dit, des rétrocessions, qu'il n'y ait pas des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Nous avons besoin d'argent, on n'a pas suffisamment d'argent, mais le peu que nous avons, que cela ne peut qu'être affecté à des choses que nous voulons, les élections, parce que maintenant nous voulons des élections, et ces élections demandent beaucoup de moyens, l'enrôlement, et beaucoup le processus électoral, l'installation des bureaux aussi, tout ça demande de moyens. Voilà. Donc l'IGF va surveiller sur l'argent qu'on va remettre à la CENI pour le processus. Est-ce que cet argent a été réellement affecté à cela? Eh bien, c'est leur travail, ils vont faire leur travail. Parlons un peu de la gratuité. Nous avons entendu que les ministres de l'EPSP soutirent 5 000 francs par chaque élève. Comment vous trouvez-vous cet acte normal ou Ben, dès le début de la gratuité de l'enseignement, nous, on avait décrié, on avait dit, ben, la gratuité était bonne. Mais nous, selon le contexte de la République démocratique du Congo, il fallait quand même que cette gratuité se fasse palier par palier. Voilà. On ne devrait pas commencer d'emblée comme ça, toutes les écoles, la gratuité et à tous les niveaux. Donc ça devrait se faire palier par palier, et également d'abord, avant de parler de la gratuité aussi, il faut aménager les infrastructures. Nous avons un problème d'infrastructures qui n'ont pas été rétablies, et d'un coup comme ça, on parle de la gratuité, et nous avons vu dans les médias, il y a certaines écoles où il n'y a même pas de bancs, mais on dit qu'il y a gratuité de l'enseignement. Et pour quel enseignement? Parce qu'un enfant qui n'a pas un banc pour s'asseoir, qui n'a pas son cahier, quoi qu'on dise que c'est la gratuité, je ne sais pas si cet enfant-là peut bien s'appliquer. Et un enfant, quand les parents ne se sont mal payés, un enfant qui n'a pas mangé, qui va aller à l'école, et même le moniteur qui va l'enseigner est mal payé, je ne sais pas à quoi servirait cette gratuité. Il y avait quand même des choses qu'on devrait faire en amont avant qu'on y arrive à la gratuité pour que cette gratuité soit réellement un succès. Mais la manière dont on a procédé, moi je l'avais décrié en son temps, j'avais dit non, c'était pas possible qu'on parle de la gratuité parce qu'il y a encore des problèmes, l'enseignant n'est pas bien payé. Comment vous pouvez laisser à un enseignant qui n'est pas bien payé lui dire qu'il y aura plus de frais de participation des parents et de ci, c'est là, parce que ces frais-là, profiter aux enseignants, aux écoles pour remettre une prime aux enseignants qui étaient mal payés. Mais maintenant, il n'y a pas cette prime parce qu'il n'y a pas de la contribution des parents. Et ils sont bloqués, ils attendent le salaire qui ne vient pas à une date fixe, et le salaire qu'on connaît, combien ils touchent ces gens-là, ils ont quand même des responsabilités au sein de leur famille. Et parler de la gratuité, ben là, j'ai dit c'est bien, mais pour quelle qualité d'enseignement? Donc il fallait commencer en amont, régulariser la situation des enseignants, réhabiliter les infrastructures et commencer la gratuité par palier. Cela allait peut-être produire des résultats que tout le monde attend. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les résultats de la gratuité de l'enseignement, les résultats qui ne viennent pas. Or, si on avait commencé par palier, il y avait moyen de faire l'état des lieux, de voir qu'est-ce qui a manqué pour la réussite, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Et on allait peut-être avancer à petits pas, mais on allait avancer sûrement pour des résultats pour des résultats durables. Voilà. Oui. Parlons un peu de Kabound malade, Mbosso qui refuse la sortie. Ce comportement cache un problème sanitaire ou politique.
Parlons un peu. Ouais, dire que c'est un problème politique, moi je dis, le querelle des ménages, nous on n'entre pas dedans. Ils ont leurs problèmes, c'est à eux de régler leurs problèmes. Mais moi, ce qui m'étonne, pour un mal de jambes, de genoux, on nous a appris qu'il a mal à son genou. Je ne sais pas si c'est quel genou. Et pour cela, il doit voyager en Europe. Pour cela, pendant qu'on a des hôpitaux ici, il y a le cinquantenaire, il y a beaucoup des hôpitaux, il y a le CMK, il y a la clinique Ngaliema, il y a l'hôpital général, et il y a même le centre des handicapés où il y a l'hôpital qui soigne les os. Là-bas, au centre des handicapés, il y a les orthopédistes qui sont là-bas. Et maintenant, lui, seulement pour un mal de genou, il va aller en Europe. Moi, je trouve que c'est quand même pas cohérent par rapport à ce que nous disons. Ce que à chaque fois nous disons le peuple d'abord, c'est pas cohérent. Le peuple d'abord, mais quand toi tu as mal à la tête, il faut que tu te payes un avion pour aller te faire soigner ailleurs. Et les hôpitaux qui sont ici, les choses qu'on devrait faire, nous en tant que politiques, nous en tant que les dirigeants de ce pays, essayer quand même de réhabiliter nos hôpitaux pour que nous ayons dans le temps, nous quand on grandissait, on voyait des gens venir même de l'Afrique du Sud pour se soigner ici. On avait un grand hôpital de la Gécamine qui recevait les gens qui venaient de partout. Et les cliniques universitaires, il y a beaucoup de gens qui venaient de partout pour se soigner là-bas, à la clinique aux cliniques universitaires. Pourquoi? Parce qu'on avait des infrastructures fiables, on avait des bons médecins et des personnes qui étaient conscients de leur serment et qui travaillaient par rapport au bien de tous, qui travaillaient pour le résultat, qui travaillaient pour la santé de la population. Donc ce sont des choses qu'on devrait quand même revoir, essayer de réhabiliter ce qu'il y a à réhabiliter et acheter des machines aussi, acheter des appareils pour des examens, mais sinon voyager pour le mal de genou, pour le maux de tête, moi je trouve que c'est quand même, c'est trop demandé aussi. Là vraiment c'est l'injustice, c'est une injure même à la population qui les a élus. Et quand nous disons le peuple d'abord, le peuple, ce peuple-là qui est incapable d'aller même dans un hôpital, qui est incapable de s'acheter même de l'aspirine. Mais vous, pour un mal de genou, vous voyagez à l'extérieur. Mais moi, je ne sais pas. Quant au président Mbosso de ne pas lui donner l'autorisation de sortie, je ne sais pas, c'est leur problème. Moi, je n'entre pas dedans. Mais ce que je trouve un peu bizarre, lui qui est resté longtemps dans l'opposition, qui décriait ce qui se faisait pendant le pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila, ce sont des choses qu'on avait toujours décriées, mais qui aujourd'hui nous rattrapent, nous voulons faire la même chose. C'est pas correct. Il y a des hôpitaux ici, il ne peut qu'aller se soigner là-bas. S'il disait peut-être pour des vacances, on comprendra. Mais pour aller se soigner parce qu'il a mal où? Il y a un genou qui dérange, là c'est un peu compliqué, moi je trouve. Là, nous devons faire les choses correctement pour que nous ayons quand même un message à la population pendant les élections qui viennent, pour que nous savons qu'il y a d'autres qui disent peu importe, je veux mettre mon argent, je vais corrompre la population, je veux leur donner des t-shirts, leur donner à manger. Et la population, moi je crois que cette population-là n'est plus dupe maintenant. La population est très mûre. La population connaît, la population sait maintenant analyser les choses. Donc nous devons faire très attention. Ne croyons pas qu'avec notre argent, nous pouvons acheter les voix de la population. Ça ne sera plus possible en 2023. La population, vous pouvez amener votre argent, ils vont vous bouffer de l'argent, mais après, ce n'est pas vous qui vont élire. Parce qu'ils aspirent aussi au bien-être. Ils aspirent au bien-être, ils aspirent à de bonnes conditions. On dit que notre pays est riche, mais cette richesse personne qui est mal distribuée. Il y a d'autres qui vivent
dans une misère qui ne dit pas son nom, et il y a d'autres dans l'opulence, et des personnes qui jouent avec l'argent de la République comme ça, mal au genou, on doit voyager, mal à la tête, on doit voyager, mal aux dents, on doit voyager pendant qu'on a des hôpitaux ici. Ben, cela, ben, c'est un peu difficile. Moi, je crois que le peuple aussi doit être très sévère pour sanctionner des personnes qui ont de tels comportements en 2023. Il y a aussi un refus pour Zoé Kabila de quitter le pays. Ça relève quoi au juste? Ben, là, c'est le revers de la médaille seulement. Parce que pour lui, je n'ai rien à dire, parce que c'est le revers de la médaille. C'est eux qui faisaient ça pour les autres. On empêchait les autres. Il y a mon président, le président de mon parti, le chairman Jean-Pierre Bemba. Quand il est rentré de La Haye, dans son pays, on l'a interdit d'accéder à sa résidence. J'espère que vous le savez. Pourquoi il lui était interdit d'accéder à sa résidence? Pour quelle raison? C'est eux-mêmes qui le savent. Et maintenant, tout ce qu'on a fait pour les autres aujourd'hui, ça nous retourne vers. Moi, je sais que quand on sème le maïs, on ne peut pas s'attendre à récolter les pommes. Ils ont sémé le maïs, maintenant c'est le maïs qui revient. On n'a pas de mots pour ça. C'est seulement le revers de la médaille. Ils sont en train de payer ce qu'eux-mêmes ils ont sémé, c'est ça. C'est la loi de la nature. S'il faut parler du MLC, on a vu que le MLC se mobilise, ils s'attendent vraiment aux élections en 2023. Nous avons vu beaucoup de membres du MLC aller de par-ci, par-là pour vraiment faire... redynamiser le parti. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, nous êtes mobilisés, voilà. Oui, on est mobilisés. On est mobilisés, nous attendons les élections, nous sommes prêts pour les élections. Ouais. Donc, nous ne pouvons que redynamiser la base, parce que la base est déjà là. Nous sommes un parti national, nous sommes dans toute la République démocratique du Congo. Voilà. Et maintenant, on se déploie pour redynamiser, pour redonner la force à cette population, sensibiliser la population de croire aux élections, et qu'il y aura bel et bien les élections en 2023, où le peuple doit se prononcer dans le choix de ses dirigeants. Parlons du lever du couvre-feu qui a apporté satisfaction à vous, à la population congolaise. Comment votre réaction? Ben, couvre-feu ou pas, ben c'est profitable peut-être aux gens qui se baladent tard la nuit, mais pour nous qui rentrons aux heures normaux, ben, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de changement, mais c'est que seulement je demande à ceux-là qui se baladent tard la nuit et que la police renforce les mesures de sécurité parce qu'il y a l'insécurité partout et se balader tard, on ne sait pas qui on va rencontrer en route. C'est un conseil que je donne surtout aux jeunes qui vont dans les boîtes, qui rentrent tard, qui font du n'importe quoi. Et comme il n'y a pas restriction, ils sont libres de faire n'importe quoi, donc ils doivent faire attention aussi. Quand ils circulent tard la nuit, ils doivent faire attention aussi parce qu'il y a le banditisme, il y a les gens, parce qu'on apprend, on a tué à gauche, on a tué à droite, qui a tué. Donc nous devons nous-mêmes aussi prendre des mesures pour notre sécurité. Et cela aussi, la levée du couvre-feu ne veut pas dire qu'il y ait des tapages nocturnes aussi. On en a très mal ces tapages nocturnes qui dérangent les gens. Il y a d'autres qui dorment, il y a d'autres parce que je ne sais pas, ils ont des bars, ils ont quoi, ils font du tapage, et les églises également qui font du tapage. Moi je crois que l'État doit veiller à cela, et cela aussi ne nous empêche pas de respecter les mesures barrières, parce que la levée du couvre-feu ne veut pas dire que la maladie n'est plus là. La Covid est encore là, nous devons vivre avec, mais nous devons respecter les mesures barrières, nous devons respecter aussi ce que l'État nous demande de faire, nous devons le respecter aussi les droits des autres, des personnes qui sont autour de nous. Moi je crois que c'est seulement à cela que nous pouvons vaincre cette maladie, mais
La levée du couvre-feu ne veut pas dire que nous allons faire du n'importe quoi et le faire n'importe comment. Nous devons nous-mêmes aussi prendre soin de nous et veiller à ce que nous faisons et essayer aussi de respecter les droits des autres. Malgré la levée du couvre-feu, il faut se protéger. Toujours les gestes barrières, mettez le masque. Lavez-vous les mains régulièrement. Maman, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Votre mot de la fin? Ben, le mot de la fin, j'encourage toujours les femmes. On dit derrière un grand homme, il y a une femme. Nous, les femmes, nous avons une grande responsabilité parce que nous sommes mères, nous sommes éducatrices, nous sommes gardiennes des valeurs et nous sommes tout à côté de ces hommes-là. Et quand nous disons que ça va mal parce que nous, peut-être, nous avons failli à notre responsabilité d'éducatrice, de conseillère. Donc, nous devons vraiment être regardants, apporter notre contribution dans ce qui s'est fait. Et si nous sommes à côté de ces hommes-là qui sont élevés en dignité, nous devons aussi apporter notre contribution. Nous ne devons pas être des observatrices, mais nous devons être des actrices parce que cela va également de notre bien, du bien de nos enfants et du bien de la République aussi. Donc nous ne devons pas être là pour observer, mais nous devons être des actrices. Et si nous voulons que la parité ne reste pas un slogan et que la parité devienne une réalité, et parce que nous croyons aux dirigeants que vraiment ils veulent réellement qu'il y ait la parité, c'est l'article 14 de la Constitution qui nous donne ce droit, mais nous aussi nous devons avoir des comportements, nous devons prendre nos responsabilités, apprendre et étudier pour que réellement cette parité soit effective, qu'on ne demande pas où sont les femmes. Les femmes sont là et nous devons vraiment tout faire pour qu'on considère notre présence et qu'on croit au leadership féminin. Parce que le développement n'est possible qu'à la contribution de la femme. Sans la femme, le développement est une utopie dans notre pays. Merci. Merci, maman, d'être passée. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Femmes aux multiples facettes. Nous nous verrons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.